Toutes les étoiles que nous voyons, y compris notre Soleil, reposent sur l'équilibre de différentes forces. Les étoiles sont des objets très lourds, donc elles ont une forte gravité, ce qui les presse de l'extérieur et les fait rétrécir. Mais à l'intérieur de celle-ci, alors qu'elle brûle son combustible, il y a des réactions nucléaires qui produisent des quantités incroyables d'énergie. Cette énergie est la lumière et la chaleur que nous ressentons pendant la journée. Mais surtout, ces réactions augmentent la pression à l'intérieur de l'étoile et créent une force qui lutte contre la gravité. Donc, tant que le réservoir de l'étoile est plein, il n'y a aucun danger. Mais lorsque le carburant s'épuise, la pression à l'intérieur de l'étoile diminue et la gravité l'emporte. Une étoile de la taille de notre Soleil peut briller pendant environ 10 milliards d'années. Pour être plus précis, notre beau Soleil a environ 4,5 milliards d'années et a déjà brûlé la moitié de son carburant. L'étape suivante dans la vie d'une étoile se produit lorsqu'elle arrive à court de jus. La pression interne diminue, mais la gravité continue de s'exercer. À un moment donné, une étoile s'effondre tout simplement sous son propre poids et rétrécit jusqu'à la taille de son noyau à une vitesse de près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, une gigantesque étoile se transforme en un objet petit et dense. Cet effondrement rapide crée des ondes de choc incroyables qui font exploser les couches supérieures de l'étoile. Boum! À présent, une quantité incroyable d'énergie et de matière est projetée dans l'espace. À ce moment, la luminosité de l'étoile augmente des millions, voire des milliards de fois. C'est le flash que nos scientifiques peuvent voir avec des télescopes super puissants. Mais la lumière de cette explosion n'atteint notre planète que bien des années plus tard. Donc en fait, cette étoile s'est éteinte depuis longtemps. Il existe plusieurs options à ce stade. Tout dépend de la taille de l'étoile. Si sa masse est petite, environ la masse de notre Soleil, alors pendant plusieurs mois, cet éclair deviendra de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum. Ensuite, l'énergie de l'explosion commencera à se dissiper jusqu'à disparaître et se refroidir progressivement. Quelques années passeront et la température de l'ancienne étoile deviendra égale à celle de l'espace et elle cessera tout simplement d'exister. Mais plus l'étoile sera lourde, plus les événements seront intéressants. Ce genre d'étoiles brûlent leur combustible beaucoup plus vite et ont une durée de vie plus courte. Les étoiles pesant environ 8 fois la masse du Soleil peuvent s'effondrer en un objet plutôt inhabituel que l'on rencontre rarement dans l'univers. Une étoile à neutrons. Cette boule creuse ne fait que 10 à 20 km de large et est recouverte d'une croûte de métal dur d'environ 1,5 km d'épaisseur. Les étoiles à neutrons peuvent peser environ 2 soleils et ont une très forte gravité. Si tu te sens à l'aise et en bonne forme sur Terre, tu ne pourrais même pas soulever une aiguille ou une allumette là-bas. De plus, tu serais pressé à la surface comme une crêpe et tout simplement incapable de bouger. Mais il y a des étoiles qui sont des dizaines de fois plus lourdes que le Soleil. L'explosion d'une supernova pareille, qui pèse au moins 40 fois plus que le Soleil, donne naissance à l'objet le plus inexplicable et le plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Au début, une explosion incroyablement brillante se produit. Une onde de choc se propage et emporte la poussière et la matière de l'ancienne étoile comme dans un brouillard. Et à l'endroit de l'explosion, il ne reste qu'un petit disque noir. Cet abîme obscur est l'objet le plus lourd de l'univers. Il est tellement lourd que sa gravité courbe l'espace-temps autour de lui. Oui, plus tu es proche du trou noir, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais t'approcher suffisamment de l'un d'eux, passer quelques minutes dans son orbite et revenir sur Terre, tu ne reconnaîtrais tout simplement plus ta maison. Une minute près d'un trou noir peut représenter un mois, un an ou une décennie sur Terre. Cela dépend du poids du trou noir. Mais ne t'approche pas trop près. La force de sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. L'humanité connaît aussi l'existence des trous noirs supermassifs. Ils accumulent progressivement leur masse, se nourrissant de différents objets cosmiques comme un prédateur. Habituellement, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et leur gravité est si forte qu'ils peuvent contenir d'innombrables étoiles à proximité. Par exemple, voici la seule photo d'un trou noir qui est situé au centre de la galaxie Messier 87. La lueur orange qui l'entoure est l'horizon des événements. Ce sont les restes de la lumière des objets que ce trou noir a avalés. Mais tu es en sécurité, le trou noir le plus proche est à 1120 années-lumière.
Mais les supernovas peuvent exploser autrement que quand la gravité l'emporte sur les forces internes de l'étoile. Parfois, c'est le contraire qui se produit. La fusion nucléaire, à l'intérieur de l'étoile, commence à affecter beaucoup plus de matière que la normale. La pression à l'intérieur d'une étoile augmente et elle surpasse la force de gravité, qui exerce une pression sur l'étoile depuis l'extérieur. À cet instant, il y a un boom. Cela ne se produit jamais tout seul, et ce type de supernova n'est possible que dans les systèmes stellaires binaires. Deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Une étoile commence à avaler la substance de l'autre, puis les réactions nucléaires à l'intérieur ne sont plus en équilibre, et une supernova explose. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'une explosion pareille pourrait se produire en 2022. Ce genre de système binaire existe dans la constellation du Cygne, à une distance de 1800 années-lumière du Soleil. Une nova rouge lumineuse aurait dû se produire ici. Un flash rouge de cette ampleur aurait été visible à l'œil nu pendant des mois. Et après l'explosion elle-même et la fusion de deux étoiles, une nouvelle étoile plus chaude et plus lourde aurait dû apparaître à leur place. Mais une nouvelle analyse des données a révélé une erreur de calcul, et cet événement ne se produira pas de sitôt après tout. Nous voyons donc maintenant qu'une explosion de supernova est un événement très dangereux, et que cela peut causer de gros dégâts sur notre planète si elle se produit suffisamment près. Le principal danger est celui des rayons gamma. Ce sont les radiations qui proviennent de l'explosion. Lorsque ces rayons atteignent la Terre, ils affectent notre bouclier, c'est-à-dire l'atmosphère. Ils réduisent la couche d'ozone et nous rendent vulnérables au rayonnement solaire et aux autres rayons cosmiques. Dans ce cas, toute vie sur la planète est en danger. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une explosion de ce genre pourrait se produire très bientôt. Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est environ 17 fois plus grosse que le Soleil et est âgée de 8,5 milliards d'années. Elle a commencé à épuiser ses réserves de carburant. Les scientifiques prédisent que cette géante pourrait exploser comme une supernova à tout moment dans les 10 000 prochaines années. Cela pourrait donc aussi bien se produire dans quelques siècles que demain. Tout se passera comme suit. Bételgeuse s'effondrera en une fraction de seconde, puis elle explosera avec une telle intensité qu'elle ressemblera à une deuxième lune dans le ciel nocturne. Nous observerons un nouveau point lumineux dans le ciel pendant des semaines ou même des mois. Mais ensuite, elle commencera à s'effacer jusqu'à disparaître complètement. Mais pas sans laisser de traces. À sa place, il y aura une étoile à neutrons qui pèsera 1,5 fois notre Soleil. Ce sera l'un des plus grands événements que l'humanité ait jamais connu. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Bételgeuse est à environ 550 années-lumière de nous. Donc, ces rayons X et ultraviolets ne nous affecteront pas. Un danger bien plus grand est posé par la libération de matière qui se produit lors de l'explosion d'une supernova. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter non plus. L'onde de choc atteindra la Terre 6 millions d'années plus tard et elle sera balayée par le vent solaire. Donc, si nous voyons Bételgeuse exploser aujourd'hui, ce sera un spectacle incroyable. Mais en fait, l'étoile n'existera plus à ce moment-là, car cela voudrait dire que l'événement lui-même s'est produit il y a près de 6 siècles. C'est juste que maintenant, la lumière de l'étoile parvient enfin jusqu'à nous. Certains scientifiques pensent que les événements liés à l'extinction de l'Ordovicien silurien, qui s'est produite il y a près d'un demi-milliard d'années, se sont produits exactement à cause de l'explosion d'une étoile. Ensuite, près de 60% des vertébrés marins se sont éteints. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une supernova, mais d'une hypernova. C'est ce que les scientifiques appellent des explosions d'étoiles 100 à 150 fois plus grosses que le Soleil. En plus de ce poids anormal, l'étoile doit tourner très rapidement. Ce genre d'objets sont très rares. Dans notre galaxie, ils sont peu nombreux et les scientifiques pensent que les hypernovas se produisent environ une fois tous les 200 millions d'années. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans.
Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quels secrets elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras.
Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que deux étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Imagine que tu sortes de chez toi un matin et que tu vois non pas une, mais deux étoiles briller dans le ciel. La première est notre bon vieux Soleil et l'autre est Jupiter. Mais comment une planète s'est-elle transformée en étoile? Et qu'arrivera-t-il à la Terre et à ses habitants? Avant de trouver la réponse à ces questions cruciales, nous devons revoir certaines des choses que nous savons sur Jupiter. La plus grande planète du système solaire est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz. En raison des différences de pression et de température, ces gaz se séparent en différentes couches. C'est ainsi que se forment les bandes rouges et blanches que l'on peut clairement observer au télescope depuis la Terre. Les températures à la limite de l'atmosphère de Jupiter sont insensées. Elles peuvent atteindre jusqu'à 720 degrés Celsius. La planète exerce également une immense attraction gravitationnelle. En 1995, la sonde Galileo a atteint l'atmosphère de Jupiter et l'a fendue à une vitesse de 170 000 km/h. Elle a subsisté à ces températures brûlantes et a entamé sa descente. Elle a continué d'avancer, même lorsque les températures ont brusquement chuté et que la pression, ainsi que la vitesse du vent, ont augmenté drastiquement. Mais 58 minutes et 156 km après le début de l'exploration, les choses se sont gâtées. La pression équivalente à celle de 23 atmosphères terrestres et les températures toujours plus élevées ont eu raison de la sonde, qui a fondu avant d'être entièrement vaporisée sous l'effet de cette chaleur extrême. Si Jupiter décidait soudain de poursuivre sa croissance, elle deviendrait probablement une étoile. Et sa composition permettrait à cette planète de le faire sans problème.
Il y a très longtemps, Jupiter a absorbé la majeure partie de la matière restante après la formation de notre Soleil. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec plus du double de la masse combinée de tous les autres corps du système solaire. Les composants de la planète sont les mêmes que ceux d'une étoile, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais Jupiter n'est tout simplement pas assez massive pour s'enflammer. Et si c'était le cas, elle se transformerait alors en un tout autre type de corps céleste, très probablement une naine brune. Dans un tel scénario, elle aurait un effet mineur sur les orbites des planètes de notre système, car les naines brunes sont plus massives que les planètes, mais pas autant que les autres étoiles. Une naine brune a généralement une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter, et elle ne peut devenir une étoile que si la pression dans son noyau est suffisamment élevée pour déclencher une fusion nucléaire. Imaginons que ce soit le cas, et que Jupiter soit devenu une véritable étoile. Une naine rouge par exemple. Les naines rouges sont des étoiles dont la masse est comprise entre 7,5 et 50% de la masse de notre Soleil. Les naines rouges sont également plus chaudes que les naines brunes. Leur température peut atteindre les 3500 degrés. Notre Soleil, en comparaison, a une température de près de 5500 degrés. Cela signifie donc que la naine rouge nouvellement formée sera beaucoup moins lumineuse que ne l'est le Soleil. Par ailleurs, la naine rouge Jupiter pourrait empêcher les planètes internes de poursuivre leur orbite, car elle ne parviendrait plus à trouver un équilibre entre les forces gravitationnelles des deux étoiles. Les planètes se rapprocheraient soit du Soleil, soit de la naine rouge nouvellement formée. Si la Terre choisissait la première option, les températures folles de notre étoile principale éradiqueraient vraisemblablement tous les êtres vivants de la surface terrestre. Dans le second cas, nous serions probablement congelés, car Jupiter, en tant que naine rouge peu lumineuse, ne serait pas en mesure de nous réchauffer suffisamment. Mais il pourrait exister une autre option. Les planètes intérieures pourraient être carrément éjectées du système solaire. Si Jupiter était une étoile, elle augmenterait considérablement la quantité de radiation reçue par la surface de notre planète. Notre atmosphère devrait nous protéger à la fois des radiations provenant du Soleil et de celles de Jupiter. Les naines rouges sont notoirement actives. C'est pourquoi Jupiter, tout comme le Soleil, connaîtrait très probablement de fréquentes éjections de masse coronale. Il s'agit d'un terme scientifique pour décrire les grands nuages de plasma chargés d'électricité qu'une étoile libère à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui encore, Jupiter a un impact significatif sur notre planète. La géante gazeuse est environ 318 fois plus grosse que la Terre. Cela signifie également qu'elle exerce une force d'attraction considérable sur notre propre planète. Sa gravité peut entraîner des changements dans notre orbite et des variations climatiques tous les 400 000 ans environ. Lorsque l'influence de Jupiter est la plus forte, la Terre connaît généralement des hivers plus froids, des étés plus chauds et des périodes d'humidité et de sécheresse plus intenses. De plus, si Jupiter se transformait en naine rouge, sa caractéristique la plus visible pourrait bien disparaître pour de bon. Je veux bien sûr parler de la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête colossale qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Sa partie la plus haute s'élève à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Cette seule tempête est presque 2 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la Grande Tache Rouge. Il s'est avéré que ce monstrueux cyclone s'enfonçait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont très probablement imprécises et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus profondes. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. N'oublions pas que la température de Jupiter est de moins 170 degrés Celsius dans les couches nuageuses supérieures. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Étrangement, les températures les plus élevées jamais enregistrées dans la géante gazeuse se sont également produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Elles étaient plus élevées que la température de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences provoquées par la tempête pourraient produire des ondes gravitationnelles et sonores responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que l'on observe le tourbillon en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont même prédit qu'il ralentirait progressivement et deviendrait plus petit, voire qu'il disparaîtrait complètement. Mais ça n'a pas été le cas.
Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents à la périphérie de la tempête avaient en fait accéléré. La vitesse du vent aux limites extérieures peut atteindre la vitesse stupéfiante de 640 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. En revanche, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents y sont beaucoup moins forts. Et maintenant, on a un autre scénario pour toi. Et si Jupiter entrait en contact avec la plus petite étoile que nous connaissions? À présent, ces deux corps spatiaux se trouvent sur une trajectoire de collision. Et, gros spoiler, la Terre elle-même pourrait ne pas survivre à une telle rencontre. Voici donc cette minuscule naine rouge. Elle a plus ou moins la taille de Saturne et sa gravité est environ 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle flotte normalement à quelques 600 années-lumière de la Terre, dans un système d'étoiles binaires. Mais aujourd'hui, pour une raison incongrue, elle a transgressé toutes les lois de l'univers et se précipite vers la plus grande géante gazeuse de notre système solaire. Bien que ce visiteur de l'espace soit plus petit que Jupiter, sa masse est bien plus importante, et sa force gravitationnelle commence bientôt à attirer la géante gazeuse. La chaleur dégagée par la naine rouge, associée à sa puissante gravité, fait grossir Jupiter. L'atmosphère de la planète se met à gonfler parce que les gaz qui la composent se réchauffent et se dilatent. Enfin, l'atmosphère de Jupiter commence à s'échapper dans l'espace en direction du visiteur stellaire. Quelque temps plus tard, les gaz qui s'échappent forment un anneau brillant et chaud autour de la naine rouge. C'est une vue terrifiante, comme si un trou noir, très lumineux, était apparu au beau milieu du système solaire. L'étoile continue de déchirer Jupiter, dévorant peu à peu la géante gazeuse. Et bientôt, la naine rouge l'engloutit complètement. Hélas pour elle, Jupiter n'a eu aucune chance. À la place de la géante gazeuse, nous avons maintenant une naine rouge entourée d'un anneau de gaz ardent. Et nous savons déjà à quel point cela risque de mal se terminer. Enfin, le mieux, c'est que ce scénario relève entièrement de la fiction. Ouf, ce n'est pas plus mal. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative.
La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constitué de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la 2e étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant.
Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil, donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiés il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions.
Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense.
ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. « Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. » Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. « En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. » Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle.
Cassiopée devait être puni pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière.
comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.